Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence, je suis ravi d'être ici. Bienvenue à la masterclass Devoir de vigilance. Je suis ravi d'accueillir Maïa Vier de l'Observatoire de la responsabilité des entreprises et Germain Lostis qui travaille aux achats chez Science Co. Et nous allons ensemble essayer de comprendre ce que c'est que ce devoir de vigilance. Je vais passer tout de suite la parole à Maïa pour vous introduire le sujet et savoir ce que c'est que ce devoir de vigilance. Très bien. Merci, bonjour à toutes et tous, c'est ravi d'être ici. Merci au BIG et à BPI France pour l'invitation. Donc Maïa Vier, moi je suis en charge des sujets de gouvernance et de reporting de durabilité à l'Observatoire de la RSE. Donc RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors qu'est-ce qu'on fait en deux phrases rapidement pour que vous puissiez situer d'où je parle. Donc on est un réseau multi-parties prenantes qui travaillons sur les questions de RSE et sur deux points, à la fois sur le dialogue, donc au sein des entreprises et entre parties prenantes en externe, et également sur la production documentaire. De contenu sur la RSE et sur des tendances, voilà, état des lieux, des pratiques. Alors donc en premier lieu, sur le devoir de vigilance, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, déjà en une phrase, je pense que ça peut être intéressant au début d'avoir ce point-là. Le devoir de vigilance, c'est quoi? C'est prévenir, identifier et en tout cas réparer dans le cas où il y aurait des atteintes graves à l'environnement et aux droits humains. Mais une fois que j'ai dit ça, bon, je ne vous ai pas tout dit. D'où ça vient? Alors, on va revenir à un premier événement, le Rana Plaza, l'effondrement du Rana Plaza en 2013, qui est un immeuble au Bangladesh qui abritait des travailleuses en majorité du textile au Bangladesh. Et on a eu plus de 1000 morts à cause de l'effondrement de ce bâtiment, et ça a mis en lumière en tout cas les conséquences des activités des multinationales sur les droits humains entre autres, et puis on va dire les problèmes et la responsabilité des entreprises qui étaient engagées, des multinationales dans ces dommages. Alors, s'en est suivi beaucoup de législation, notamment donc, en France, et peut-être que vous la connaissez, mais en 2017, l'adoption de la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre et sociétés mères. Donc, la France est pionnière et je reviendrai un petit peu sur ce sujet après, mais c'est vraiment important de le dire. Et puis ensuite, au niveau européen, on a eu d'autres législations. En Angleterre, même si l'Angleterre est plus au sein de l'Union européenne, mais avec le Modern Slavery Act. Et également, on a d'autres législations en Allemagne, aux Pays-Bas, sur le travail forcé, entre autres. Et surtout, en 2022, et c'est pour ça aussi que ce sujet est mis sur la table, des travaux sur une directive au niveau européen, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, beaucoup d'acronymes, et j'essaye de faire lentement pour justement que vous puissiez les retenir. Donc la CS3D ou CSDDD. Alors, elle a été adoptée, publiée surtout au journal officiel de l'Union européenne en juillet, début juillet, qui marque un tournant, en tout cas au niveau européen, du devoir de vigilance. Alors cette directive, elle est très fortement inspirée de la loi française, et c'est pour ça justement que c'est important aussi de le dire. Et également, ce que je voulais dire, c'était qu'elle a deux objectifs, en tout cas deux des objectifs qu'elle peut avoir, c'est d'harmoniser les pratiques des pays européens en matière des conséquences que les entreprises peuvent avoir sur les droits humains et l'environnement, et surtout de lutter contre une concurrence déloyale qu'il pourrait avoir entre les pays. Ça, c'est un point réellement important et ça met tout le monde sur le même pilier. Alors ensuite, qui est concerné par cette directive? Parce qu'on a vu donc, cette loi française, mais aujourd'hui, ça désigne en tout cas tous les pays européens. Cette directive, elle s'adresse aux entreprises européennes et non européennes. Alors ça, c'est un message vraiment à retenir, et je dirais l'un des plus importants, c'est qu'il y a une portée extraterritoriale de cette directive. Les entreprises non européennes qui veulent opérer sur le sol européen sont également concernées. Donc pour plus de chiffres et éventuellement... Ouais, je vais vous passer ces slides-là. Donc, des entreprises sont concernées, les entreprises de plus de 1000 salariés et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 450 millions d'euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez à l'écran en tout cas les entreprises qui sont concernées, et c'est aussi trouvable. Je pourrais vous envoyer des documents si à la fin ça vous intéresse. Mais ce qu'on note en tout cas, c'est qu'il y a plus de 5000 entreprises qui sont concernées au niveau européen, environ, ça varie selon les estimations. Et en France, à peu près 400, pareil, qui varient selon des estimations. Donc pour une première publication en 2028 sur l'exercice 2027, pour les entreprises les plus grosses qui seront concernées, avec les plus gros chiffres d'affaires et les effectifs également les plus importants.
Et ce qui est attendu, justement, je rentre dans le cœur du sujet. D'abord, une approche par les risques. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que par les risques, on a intégré dans le processus de gestion des risques, on va identifier et prévenir, donc identifier les risques qui peuvent être portés sur l'environnement et les droits humains. Et puis ensuite, prévenir et réparer dans le cas où il y aurait des atteintes graves, justement, ces dommages auprès de l'environnement et des droits humains. Il y a également une obligation majeure, en tout cas très structurante, de l'adoption et de la mise en œuvre d'un plan de transition climatique avec des objectifs, avec les ressources qui sont en tout cas adossées. Et en dernier lieu également, qu'est-ce qu'on met, la trajectoire en tout cas qu'on se donne en tant qu'entreprise pour se décarboner et également atteindre les objectifs, enfin, rentrer dans les objectifs de l'Union européenne. Et je vais prendre un peu de hauteur aussi et faire un aparté, mais il ne faut pas oublier que tout ça, en fait, ça se situe dans un spectre beaucoup plus global. L'Union européenne s'est dotée d'un objectif de neutralité carbone en 2050. Et pour ça, on doit baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc on ne fait pas ça pour rien non plus. En tout cas, ce cadre, il est vraiment important à avoir en tête. Si je reviens au contenu de la directive, donc on a aussi une approche, donc cette approche vigilance, elle est construite avec les parties prenantes et ça vient aussi préciser des points qui n'étaient pas forcément très clairs dans la loi française. En tout cas, cette directive précise des points et va plus loin aussi dans certaines mesures. Et aussi un point important, et c'était affiché dans la slide juste avant, mais sur le périmètre, sur quoi porte cette obligation. Elle porte en partie sur les activités propres à l'entreprise. Elle porte ensuite sur les conséquences des activités des sous-traitants et des fournisseurs. Donc en amont, c'est-à-dire comment dans la chaîne d'approvisionnement, mais en aval seulement. Donc pas dans les conséquences que peuvent avoir les produits, mais en tout cas dans les relations directes qu'on entretient avec ses fournisseurs, avec ses sous-traitants et avec ses clients. Également, alors deux points importants sur la nouveauté aussi, c'est une autorité nationale compétente. Qu'en fait, la directive oblige les États membres à donc dans la transposition de cette directive qui doit être faite dans 2 ans, oblige les États membres à nommer une autorité indépendante qui sera chargée de contrôler la mise en œuvre de ces plans de vigilance, mais également, et ça c'est un point important, tous les plans de transition climatique des entreprises, avec un suivi très étroit, et des sanctions également qui sont visées, donc jusqu'à 5% du chiffre d'affaires des entreprises, dans le cas où elles manqueraient à leurs obligations, et également la responsabilité civile des entreprises qui est engagée, et ça c'est un point qui vient préciser aussi la loi française, où on avait des flous, en tout cas juridiques, sur le sujet. Alors maintenant, avec plus de hauteur, il y a des points que je voudrais soulever sur qu'est-ce que le devoir de vigilance, mais aussi quelles en sont les conséquences, on va dire très brièvement. Mais d'abord, on peut avoir un ruissellement, évidemment. C'est-à-dire que les entreprises qui sont soumises sont dans le périmètre de plus de 1000 salariés, 450 millions de chiffre d'affaires, mais on a aussi un ruissellement vers des entreprises de plus petite taille. C'est important de l'avoir en tête et de ne pas non plus sous-estimer ça. Et en tout cas, elles seront les premières aussi concernées dans les données et la relation qu'elles auront avec leurs donneurs d'ordre sur l'obligation. Et d'ailleurs, je vais citer une donnée du baromètre que l'ORS, en tout cas, conduit avec PwC et BPI France sur la parole aux fournisseurs. Donc c'est un baromètre qui est particulier parce qu'il va interroger les PME, ETI, TPE, qui sont les fournisseurs justement des donneurs d'ordre, et leur donner la parole sur la relation au niveau de la RSE qu'elles entretiennent avec leurs donneurs d'ordre. Donc assez novateur comme baromètre. Et on a notamment 35% des entreprises interrogées en 2022 qui considèrent être davantage sollicitées sur des sujets de RSE depuis l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance. Donc ce ruissellement, il n'est pas à minimiser, mais justement les donneurs d'ordre, et ça c'est noté dans la directive, mais ont ce devoir d'accompagner, d'être présents pour leurs fournisseurs. Et un autre point que je voudrais relever, c'est les entreprises françaises, et là-dessus il faut vraiment être optimiste, ont énormément de choses à disposition. Alors réellement déjà on a la loi française qui est là depuis 2017. L'existant est présent et il faut capitaliser dessus, c'est très important. Et puis on a aussi des cadres législatifs évidemment en France sur le reporting extra-financier, mais également sur la loi Industrie VEC, la stratégie nationale bas carbone. Voilà. En tout cas, un corpus à la fois législatif, mais aussi, on va dire, structurant pour les entreprises et la société sur ces sujets. Et j'apporterai aussi des éclairages, en tout cas, sur les pratiques opérationnelles des entreprises.
quand on se fait labelliser, quand on se fait certifier, on a une approche, en tout cas selon certaines normes ISO, par les risques. Et ça, c'est déjà un point de départ qui est conséquent, qui est significatif, et il faut regarder ça. Et ça permet en tout cas de structurer ce qu'on peut, comment répondre à cette obligation. Et un dernier chiffre également, ça c'était on va dire un bon apprentissage du baromètre, hein, toujours le même sur la parole aux fournisseurs, mais de 60% des ETI, grandes entreprises, affirment nommer désormais au moins une personne dédiée aux enjeux de RSE. Et je pense que ça va ne faire que augmenter à venir. Et surtout, d'ailleurs, on renouvelle ce baromètre pour 2025 avec BPI France et PwC. Donc l'objectif, c'est bien sûr de tracer des tendances et puis d'avoir les évolutions sur ces sujets. Je pense que j'ai dit déjà beaucoup de choses et je ne vais pas faire un monologue parce qu'on est là pour l'échange. Donc, Ronan, si tu veux reprendre le micro. Merci beaucoup Maya pour cette introduction au devoir de vigilance. Alors, on a touché du bout du doigt de quoi il s'agissait. Identifier, cartographier, avoir une approche par les risques sur les impacts sur le long de sa chaîne d'activité. Et bien du coup, on va essayer de comprendre un petit peu davantage comment on peut mettre ça en œuvre concrètement en entreprise. Donc, je donne la parole à Germain Lostis et nous expliquer comment on peut mettre en œuvre un tel devoir de vigilance concrètement dans l'entreprise. Merci Ronan, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Alors donc moi je travaille pour un grand groupe de la chimie qui s'appelle ScienceCo. ScienceCo, c'est le résultat du spin-off, donc de la séparation de Solvay en deux entités distinctes et indépendantes. Et donc en fait, concrètement, juste pour poser un peu le paysage, ScienceCo Solvay, c'est de la chimie lourde. En l'occurrence, ScienceCo, c'est de la chimie de spécialité, donc de la chimie à usage dirigé, et donc qui intervient à des moments très précis dans les chaînes de valeur. J'insiste juste le moment sur lequel on intervient dans les chaînes de valeur. Alors donc moi j'ai rejoint Solvay et maintenant ScienceCo depuis 3 ans et ça fait 1 an et demi que je suis au procurement, donc dans les achats, et je suis en charge de la transformation des achats d'un point de vue extra-financier sur le pilier environnemental. La question du devoir de vigilance, nous, ça fait maintenant quelques mois, années qu'on la suit. D'abord parce qu'il y a eu effectivement la loi française. Donc la loi française ne nous impactait pas directement puisqu'on est une société belge. Cependant, on pouvait le suivre puisqu'il y avait effectivement ce projet de directive au niveau européen. Et d'abord, ce qui se passe pour beaucoup d'entreprises, et ça a été le cas aussi pour nous, c'est qu'en fait, on le voit, cette question du devoir de vigilance est très palpable dans un premier temps sur les sujets de droits humains. Lorsqu'on remonte sa chaîne de valeur, l'exemple du Rana Plaza que citait Maya est assez éloquent de ce point de vue-là. Et la décision qui a été prise lors justement de la réorganisation de Solvay en ScienceCo, c'était de structurer une équipe aussi sur ces sujets environnementaux avec la même approche, c'est-à-dire une approche basée sur les risques et avec des enjeux de transformation associés. Donc c'est l'enjeu de l'équipe pour laquelle je travaille. Alors après maintenant, d'un point de vue plus pratico-pratique sur la question des objectifs environnementaux, je pense qu'il est important de faire un petit pas de côté et de voir dans quel cadre est-ce que tout ça s'insère. À savoir que les entreprises, en particulier les grandes entreprises, donc ce qui est notre cas, ont souvent une pression qui est très saine à prendre des engagements environnementaux. Donc c'est le cas. Nous, si on prend l'exemple du carbone, on a par exemple des engagements sur le scope 1, 2, mais là ce qui va nous intéresser c'est plutôt le scope 3 et l'engagement qu'on a c'est de se décarboner à hauteur de 23% à horizon 2030 par rapport à 2021. Donc c'est un engagement très ambitieux mais qui nous contraint aussi et l'enjeu c'est de réfléchir à comment est-ce que cette contrainte qui s'impose à nous peut s'insérer dans un cadre global qui va être celui donc, de l'objectif qu'on a qui est divulgué à l'externe avec la question de la CSRD et la question de la CS3D. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place un certain nombre de systèmes, de process et de façons en général d'apporter les sujets dans l'organisation qui puissent être cohérents avec ces 3 sujets. Donc c'est complètement ce qu'on a cherché à faire et notamment avec une nouvelle mise en place de la comptabilité de nos émissions de CO2 si on garde encore le focus seulement carbone, à savoir avec une granularité très importante et on raisonne à l'échelle produit, c'est-à-dire que pour chacun des produits, en l'occurrence nous des matières premières principalement, on va mettre un facteur d'émission. Ce facteur d'émission, il viendra de base de données externes lorsqu'il ne sera pas disponible directement du fournisseur et lorsqu'il est disponible du fournisseur, après discussion avec le fournisseur, on va pouvoir le mettre dans notre reporting et donc du coup l'intégrer aussi dans notre matrice de décision. Je pense que c'est un élément assez important de juste déjà chercher à mettre en place un reporting ou en tout cas une méthode de comptabilité qui soit cohérente pour prendre de meilleures décisions puisqu'en fait c'est de ça dont on parle, être en mesure de prendre de meilleures décisions.
Donc nous, concrètement, la décision qui a été prise, c'était de se concentrer principalement sur les achats de matières premières, qui, dans la chimie, et j'imagine dans beaucoup d'industries lourdes, est principalement le nerf de la guerre. Nous, ça va être près de 90% de nos émissions amont. Et donc d'engager un dialogue avec l'ensemble de nos fournisseurs, dans la mesure du possible, sauf que l'ensemble de nos fournisseurs, ça va être près de 6000 fournisseurs, et donc on n'est pas forcément en mesure d'engager un dialogue avec tout le monde. Donc ça va être de prioriser et de déterminer quels sont les fournisseurs auxquels on parle et quels sont les fournisseurs auxquels on ne parle pas. Je pense qu'une des exigences de la CS3D, enfin je parle sous ton contrôle Maya, c'est effectivement de savoir quels sont les problèmes que l'on n'adresse pas et comment est-ce qu'on va faire pour les adresser et à quel horizon. Nous, en l'occurrence, on s'est concentré sur 80% des émissions de CO2 amont chez nos top fournisseurs. Donc grosso modo, on va parler à une centaine de fournisseurs de façon préférentielle. Et ça, je pense que c'est un point très important. C'est-à-dire que s'il arrive un problème grave sur les autres fournisseurs que l'on n'adresse pas, en fait, fondamentalement, c'est un problème dans la façon dont on a fait notre proxy en première instance. Et c'est la raison pour laquelle nous, on souhaite aussi passer un petit peu plus à l'échelle sur ce sujet-là. Mais vous l'imaginez, on n'a pas forcément les ressources pour aller parler à 6000 fournisseurs. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce que ça se passe avec nos fournisseurs? Donc il y a un enjeu d'avoir un échange de données qui soit sincère et franc. Mais il y a aussi la question de quelles sont les ressources qu'on peut mobiliser en interne pour faire ça et quel est l'intérêt pour une grande corporation, et pas que une grande corporation d'ailleurs, de s'adresser à ses fournisseurs. Nous, l'intérêt, il est multiple. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes de valeur très particulières sur lesquelles on va avoir besoin de comprendre quelles sont les tendances de marché et comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser un certain nombre d'approvisionnements et comment est-ce que les enjeux environnementaux sur les matières premières qui vont nous servir dans nos propres recettes vont évoluer. Et qu'est-ce qu'on peut sécuriser et comment est-ce qu'on peut le sécuriser d'un point de vue purement approvisionnement d'abord, qui sont des sujets, j'imagine qu'on est beaucoup à avoir au-delà de la question du carbone et de la CSRD ou CS3D. Et donc je pense que l'intérêt, nous on le voit aussi dans la façon de repenser notre relation fournisseur. C'est-à-dire que le rapport de force qu'on pouvait imaginer, il est différent, c'est-à-dire qu'on envisage notre relation fournisseur beaucoup plus comme une collaboration et comme la possibilité de réinventer la façon de faire du business et plus largement de concevoir nos chaînes de valeur. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on cherche à l'aborder avec nos fournisseurs. Ça ne marche pas avec tout le monde, mais quand ça marche généralement bien. Après, effectivement, comme je le mentionnais, on n'est pas en mesure d'adresser l'ensemble de nos fournisseurs et ça, c'est un vrai challenge d'avoir les idées très au clair sur qu'est-ce qu'on priorise et pourquoi est-ce qu'on le priorise. Alors il y a une question d'ordre de grandeur vis-à-vis des impacts, donc que je mentionnais, voilà, on va adresser 80%, mais il y a aussi une question purement stratégique et voire opérationnelle qui va être de dire, bon bah voilà, en fait on est plutôt positionné sur tel type de marché, donc en fait on sait que tel type de fourniture va être amené à augmenter, on a un intérêt à aller parler à ce fournisseur au-delà de la question de la CS3D ou de la CSRD. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est comment est-ce qu'on peut créer des intérêts conjoints au-delà de la question réglementaire. Alors la question réglementaire, elle suppose un exercice de compliance qui est effectivement très exigeant, mais il y a aussi un intérêt pour une organisation type entreprise à engager ces discussions compte tenu du contexte global. Alors bon, nous sur le cas de la chimie, on est assez structuré avec des associations qui ont permis la mise en place de standards dans la façon de collaborer avec ses fournisseurs. Puisque le propre de la chimie, qui est très particulier et qui ne s'applique pas à tout le monde, c'est que la chimie est très incestueuse, c'est-à-dire que nos fournisseurs sont nos propres clients et parfois on se rachète les uns les autres et on se revend. Donc tout ça est très mouvant. Donc on a tendance à se parler beaucoup en amont et en aval. Et donc du coup on est regroupé au sein d'une association qui s'appelle Together for Sustainability. Ils ont dû probablement brainstormer beaucoup sur l'intitulé de cette association. Et donc on est tous réunis là-dedans et on peut mettre en place des guidances communes et aussi un échange de bonnes pratiques et des systèmes d'échange de données. Et donc nous, c'est ce qui se passe. On a un système d'échange de données qui est en train d'être mis en place, qui est développé par Siemens pour l'ensemble des membres de l'association, qui vise à justement avoir un meilleur dialogue sur la partie extra-financière et sur la façon justement d'appréhender ce risque en cohérence avec des objectifs de décarbonation qu'on est beaucoup à avoir.
Maintenant, il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec vous. Là, on a parlé de concrètement qu'est-ce qu'on faisait dans les opérations et ainsi de suite. Nous, on n'est pas encore soumis à la CS3D puisqu'on a une entreprise belge et pas française. Donc, il y a un enjeu de mettre sur papier un certain nombre de choses au travers de politiques. Et il ne faut pas faire abstraction non plus, je pense, de la difficulté qu'on peut avoir à mettre sur papier tout un tas d'éléments qui sont déjà opérationnels, qui sont déjà processés, puisqu'il peut y avoir une frilosité de certaines parties prenantes dans l'organisation à mettre sur papier des choses où potentiellement, du coup, elles peuvent nous être opposables, alors que dans les faits, c'est des process qui tournent. Donc j'aimerais juste terminer là-dessus. C'est qu'il y a un exercice de sincérité à savoir où est-ce que sont les zones grises lorsqu'on va mettre sur papier des choses qui seront divulguées à l'externe, et aussi de la difficulté à faire mettre par externe, à faire mettre sur papier des choses qui seront divulguées à l'externe, même si elles sont déjà très opérationnelles. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Germain pour cette illustration opérationnelle de la mise en œuvre d'un devoir de vigilance dans l'entreprise. Donc moi j'ai entendu quand ça marche bien, un exercice de sincérité, donc sincérité dans l'identification des impacts chez les fournisseurs, chez les partenaires commerciaux sur la chaîne de valeur. Comment vous voyez la possibilité, enfin je comprends avec ces mots quand ça marche bien, un exercice de sincérité, comment cette sincérité permet de peut-être faire naître des opportunités, ou en tout cas est-ce que vous voyez une progression, alors bien entendu dans la relation commerciale, ou y compris dans les produits ou les procédés que vous mettez en œuvre? Maya ou Germain, est-ce que vous avez... Effectivement, je pense qu'on a cité tout un tas d'opportunités. Ce que tu mentionnes, Ronan, c'est effectivement les opportunités. Il y a aussi un certain nombre de risques, et c'est pour ça que moi, je pense que le vrai point d'attention, c'est repenser sa collaboration avec sa chaîne de valeur amont, plus particulièrement parce qu'en fait, il y a des situations dans lesquelles on va pas du tout être en position de force en tant que client, parce qu'en fait, on va avoir un fournisseur plus ou moins unique, et en fait, c'est si lui il décide tout seul d'y aller. Et on aura beau faire tout ce qu'on veut, parfois ça va pas être évident. Donc je pense que ça rejoint ce que tu mentionnes par rapport à l'exercice de sincérité. Maintenant, sur la partie purement opportunités qui vont naître, nous il y a tout un tas de matières premières pour lesquelles on se fournit, où en fait il va y avoir alors on peut pas trop en parler, mais il va y avoir des produits qui vont être low carbone par exemple, qui vont être proposés préférentiellement à certains partenaires et qui vont nous permettre nous-mêmes d'avoir des produits avec des meilleures propriétés et dont l'empreinte carbone va être amoindrie. Et ça naît complètement de la collaboration dans la façon de repenser notre relation au fournisseur et se positionner comme un partenaire privilégié et plus comme un client qui cherche à acheter moins cher. Après, qu'on ne se méprenne pas, hein. On reste à un service d'achat où l'objectif, ça reste quand même d'acheter moins cher les mêmes choses que l'année passée. Mais cependant, il y a un enjeu de pouvoir mobiliser en interne des poches d'argent qui n'étaient pas là par le passé pour justement mieux acheter et mieux produire aussi. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, et je suis tout à fait alignée avec l'ensemble des propos que tu as tenus, mais en fait je pense que cette directive elle met au cœur la collaboration comme tu disais, mais surtout en fait il faut renouer des liens en tout cas avec sa chaîne de valeur, ceux avec qui en tout cas bien sûr on peut le faire parce que c'est un exercice de priorisation. On ne demande pas aux entreprises, et ça vraiment il faut le dire, d'aller voir chaque fournisseur. Donc quand on est une multinationale ou une entreprise, même une ETI, on en a 1000, 5000, 10 000. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est d'identifier ceux qui sont clés pour l'avenir de l'entreprise et ceux avec qui on doit entretenir des relations. Et en tout cas, cette directive, elle a vraiment le mérite de pousser chaque acteur à renouer des liens. Moi, j'ai l'exemple d'une ETI familiale qui depuis, ça doit faire 2 ans, organise ça s'appelle des jours dédiés donc entre les fonctions achats et les fournisseurs clés qui ont été identifiés, en tout cas ceux qui sont à la fois pour l'activité donc industrielle et aussi dans ceux qui représentent le plus de chiffre d'affaires. Et donc, il y a 2 jours dédiés avec des rencontres, à la fois sur les questions de RSE, sur les questions d'innovation, sur les questions de relations. Comment est-ce que demain ils peuvent dessiner ensemble leur avenir? Donc en tout cas, c'est de mettre au cœur en effet cette relation et que ce soit plus basé sur seulement le moment où je négocie des prix. Et en tout cas et que ça assure aussi, parce que c'est vraiment ça le point, de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement, de sécuriser en tout cas ses produits. Ça c'est un point, je pense, et on le voit beaucoup avec toutes les crises qui s'enchaînent. Mais en tout cas,
quand on arrive à avoir des liens, on a aussi l'exemple d'un membre de l'ORS, mais d'essayer de remédier au risque qu'il peut y avoir, c'est quand on parle avec le fournisseur, qu'on est au courant de ce qui se passe. Et donc on sécurise en tout cas un produit, des matières premières qui sont clés pour notre business model. Et puis on permet aussi, enfin en tout cas on arrive à avoir des fournisseurs qui sont non pas dans des zones à risque, zones géopolitiques à risque, mais aussi peut-être des fournisseurs qui sont plus proches. Et tout ça, ça répond évidemment aux enjeux de responsabilité des entreprises et ça rentre dans le cœur de cette directive. Voilà, je pense que j'ai répondu. Je ne sais pas si... Si, merci beaucoup. Donc on voit que moyennant des efforts en interne, des outillages qui vont bien, ça permet de fortifier la relation quelque part et d'en sortir des process et des connaissances augmentées sur les chaînes de valeur et sur toute la courroie de transmission, si j'ose dire, du process de fabrication, du transport des marchandises, etc. Peut-être qu'on peut commencer par prendre des questions de l'auditoire ou si vous avez des choses à rajouter sur le... J'ai oublié, ce serait mon dernier point, sur en fait, c'est les initiatives de place et justement Germain tu en parlais, c'est très important et nous on le voit. Alors en fait à l'ORS notre propre, et c'est vrai que j'ai pas décrit les organisations qui sont membres, mais on a à la fois des organisations syndicales qui sont à notre conseil d'administration, donc la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, on a des entreprises, on a aussi des fédérations professionnelles, donc on est multisectoriel, ça c'est aussi une force, mais les initiatives de place entre secteurs, enfin en tout cas dans un même secteur, sont clés pour avancer sur ces sujets. On va avoir des pratiques, d'échanges de bonnes pratiques, mais en tout cas qui vont permettre de dire quelles sont les pratiques qu'il faut avoir sur la place et puis les données en tout cas qui peuvent être clés pour le secteur et qui ne correspondent absolument pas d'un secteur à un autre. Donc ça c'est vraiment un point clé et on en revient toujours à cette question de dialogue, de aussi renouer le lien, je pense. Et en tout cas c'est un peu ça aussi qui peut faire on va dire la nouvelle économie et c'est vers ça en tout cas qu'on espère tendre avec ce package réglementaire. Et aussi je voulais, parce que peut-être certains d'entre vous ne sont pas forcément familiers avec CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, donc là qui est une directive spécifiquement sur le reporting, donc qu'est-ce qu'on doit donner comme information en tant qu'entreprise, et CS3D, donc la directive dont on parle en ce moment, qui est une obligation de moyens, donc de comportement, qu'est-ce que je mets en œuvre pour prévenir, identifier et remédier aux risques que je peux avoir sur l'environnement et les droits humains. Justement là-dessus, je pense que le point clé, c'est de voir en fait effectivement c'est cet ensemble de packages réglementaires qui peut s'appliquer aux entreprises couplés à des objectifs de décarbonation indépendamment du package réglementaire. En fait, on peut prendre les trois sujets ensemble et les penser en amont parce qu'en fait, il y a un certain nombre de process et d'outils qui seront réutilisables sur l'ensemble de ces piliers-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je vais passer le micro. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir concrètement, attendez, je vais enlever mon casque parce que concrètement pour une entreprise qui a des activités à l'international, comment certaines parties prenantes qui vont se sentir impactées par une pollution ou un travail d'enfant par exemple, pourront se saisir de ce devoir de vigilance par quel moyen, quel canot? Merci. Alors, il y a déjà des canaux qui existent, notamment le point de contact national, PCN, donc de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. Alors justement, alors c'était un rendez-vous qu'ils ont organisé il y a 2 semaines. Donc il y a toujours ça qui existe. Et sinon, c'est en tout cas l'autorité nationale compétente. Et c'est au niveau local, généralement, que sont relevées toutes ces alertes. Et aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, c'est important. Et on ne peut pas forcément tout aborder, mais c'est justement pendant les questions qu'on le dit. Il y a un système d'alerte qui est obligatoirement à mettre en œuvre. Donc c'est par ce système d'alerte que l'entreprise va mettre à disposition qu'une ONG, un travailleur, en tout cas n'importe qui peut justement donner l'alerte et dire voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, comment on fait. Mais sinon, en tout cas de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, et avec les contentieux actuels notamment, c'est souvent des ONG qui s'emparent justement d'un cas et qui vont saisir en tout cas l'autorité compétente ou le point de contact national. Puis ensuite s'ensuit la procédure juridique voilà, à suivre. En prendre en même temps si tu veux.
Bonjour. Vous avez parlé du reporting dans l'intitulé. Vous pouvez rapprocher le micro un petit peu. Vous avez parlé du reporting. Dans l'intitulé de votre post, c'est marqué chargé de mission gouvernance et reporting. J'aimerais savoir quels sont les outils de gouvernance qui sont mis à disposition et comment concrètement c'est appliqué. Je pose la question maintenant ou... Ok. Du coup, j'avais deux questions plutôt pour CSGO. La première, c'est que comment vous avez choisi les fournisseurs plus importants? Ce sont les fournisseurs qui contribuent énormément à votre chiffre d'affaires ou ce sont les fournisseurs qui ont une très bonne performance environnement? Ça, je n'ai pas trop compris. Après, la deuxième question, c'est quoi les messages que vous communiquez aux fournisseurs? À ces fournisseurs que vous avez choisis, est-ce que c'est la sensibilisation ou est-ce que c'est un peu de les imposer à augmenter leur performance ESG ou, enfin, c'est mes deux questions. Et merci pour votre partage. Je prends la première question. Alors, si vous entendez outils de gouvernance dans le sens, par exemple, CSRD dont on parlait, alors j'espère, je vais répondre à 2 points, mais le premier point sur les données. Donc, outils de management, de data, et ça, je pense aussi qu'en tant qu'entreprise, ce sera, Germain pourra donner des éclairages dessus, mais il y a bien sûr ça qui est important sur comment je collecte la donnée, donc dans la chaîne de valeur, mais parce que c'est comme ça en tout cas qu'est définie la CSRD. Et sinon, de manière plus proche dans la chaîne d'approvisionnement quand on parle CS3D, donc sur cette directive. Et après, outils de gouvernance, il y a 2 choses que je pourrais dire. C'est d'abord la responsabilité des organes de direction, dans le sens où il faut absolument que comité exécutif, conseil d'administration soient intégrés dans toutes ces réflexions, évidemment. Alors on voit qu'il y a déjà beaucoup de formations là depuis, ça s'est beaucoup accéléré depuis, je dirais, 2 ans. On a aussi un baromètre sur la place de la RSE dans les conseils d'administration, mais les administrateurs ont envie de se saisir de ces questions et de toute façon doivent le faire, et notamment sur la partie reporting. Et il y a après comment est-ce que ça infuse tout ça dans les directions opérationnelles, donc direction opérationnelle à la fois support et opération. Et en fait là, dans la gouvernance de l'exercice CSRD, nous on voit qu'il y a des alliances, par exemple ça va être fonction RSE, fonction finance, les fonctions aussi des risques et en fait fonctions juridiques. Donc toutes ces fonctions là, elles vont ensemble. C'est en ça que je parle de gouvernance, mais c'est d'organisation pour collecter les données et essayer. Alors ça, on verra parce que cette directive, elle rentre en vigueur, mais faire de cet exercice quelque chose qui a du sens, qui essaye d'être stratégique, même si c'est évidemment pas forcément facile. J'espère que j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, voilà, sur gouvernance, moi, c'était ça qui me venait en tête pour le reporting. Merci Méa. Germain, tu as un point sur la priorisation et les messages concrets aux fournisseurs? Oui, merci pour cette question. Donc effectivement, nous, il y a un double mécanisme de seuil. Donc en fait, on va prendre le top 80% en émissions et le top 80% en spent. Donc concrètement, on va prendre 80% du spent, on va regarder les fournisseurs en les priorisant par rapport à nous, l'argent qui part chez eux. Et pareil, on va coupler ça, donc ça nous fait des fournisseurs avec qui on va aller parler. Et puis après, on va prendre 80% en émissions. Pour les émissions, nous, c'est à la granularité du produit. Donc en fait, on va prendre pour un produit, même un matériel acheté, on va mettre en face un facteur d'émission et on va multiplier ce facteur d'émission par la quantité achetée. Donc en fait, ces deux se recoupent puisque quand on achète beaucoup de quantité, ça coûte plus cher et ça émet aussi plus. Donc en fait, généralement, ça se recoupe pas mal. Donc nous, on a un seuil de 80% à qui on va aller parler de façon préférentielle. Ça, c'est juste en matière, c'est les seuils qu'on s'est donnés en interne. Maintenant, il y a des fournisseurs qui ne font pas partie de ce premier batch-là et à qui on va aller parler pour la simple et bonne raison qu'on pense qu'il est stratégique d'aller parler avec eux. Pour tout un tas de raisons qui dépassent des mécanismes de seuil, qui peuvent être liées à une approche de risque ou à une approche d'opportunité, pour des questions business, pour des questions, on sait que lorsqu'on a fait un EcoVadis assessment sur tel fournisseur, c'était pas tout propre et donc du coup on a besoin d'aller voir au-delà de l'EcoVadis assessment par exemple. Donc pour tout un tas de raisons, on va prendre en compte des fournisseurs au-delà de ces seuils. Maintenant par rapport à la question sur les messages qui sont communiqués aux fournisseurs,
Nous, concrètement, il n'y a pas de message qui vise à dire bravo, vous êtes là-dedans, on vous félicite, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on ne peut pas divulguer publiquement cette liste de fournisseurs-là. Comme vous pouvez l'imaginer, ça peut être un peu délicat, à la fois en matière de collusion et en matière de force de frappe au niveau de la négociation potentielle d'un point de vue achat. En revanche, c'est des fournisseurs avec lesquels on a des réunions trimestrielles. Donc ça fait une bonne centaine de fournisseurs avec lesquels on a des réunions trimestrielles où on va chercher à comprendre où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont été en mesure ou pas d'adresser un certain nombre de demandes, comment est-ce que eux conçoivent l'innovation sur par exemple des low carbon products. Et donc en fait on va plutôt, donc on ne communique pas clairement qu'ils sont là-dedans, mais on cherche à avoir un dialogue régulier avec eux et on cherche à faire savoir que nous on peut être un partenaire clé malgré le fait qu'on soit client, et ce qu'on souhaite voir avec eux, c'est imaginer la façon de travailler à l'avenir sur la chaîne de valeur concernée. Merci beaucoup. Concernant le scope 3, puisqu'on est beaucoup dans le scope 3, comment on peut aider les PME et les ETI qui sont très souvent, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais qui sont le scope 3 de beaucoup d'entreprises qui sont, elles, soumises à la CSRD, alors que leurs petits fournisseurs, petits, c'est pas péjoratif, hein, eux ne le sont pas, hein, ils sont pas dans ces critères-là. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Parce qu'il y a les petites entreprises de moins de 250 personnes, elles n'ont pas le temps homme, elles n'ont pas les ressources pour faire ça. Donc, est-ce que vous avez des suggestions, des outils pour aider justement les entreprises du scope 3, PME, TPE? Voilà. Alors oui, et beaucoup de choses à partager sur le sujet. Donc je l'ai dit, hein, à l'ORS, on a des fédérations professionnelles qui sont membres. Et on a, honnêtement, quand on est une PME, une TPE, se tourner vers des organisations de place type fédération professionnelle, mais aussi ces PME, en fait, ça permet de... justement, c'est leur rôle en fait d'accompagner ces plus petites entreprises et de répondre à leur place, si je puis dire, sur des questions en tout cas que les donneurs d'ordre pourraient leur adresser. Donc déjà, il y a ce point-là qui est vraiment important. Donc c'est des acteurs qui sont clés pour les PME. Et sinon, on a même des exemples, hein, de donneurs d'ordre, en tout cas, qui accompagnent leurs PME sur le sujet. Et ça, je pense même c'est le début. Alors par contre, il y a encore beaucoup à faire parce que justement, le donneur d'ordre a ce rôle. Et aussi, alors je sais que par exemple LVMH a mis en place justement un dispositif avec ses business partners où ils vont, donc c'est dans le cadre de la collecte de data et notamment Scope 3 en grande majorité. Par exemple, j'en aurais d'autres à vous donner, hein, je pourrais, mais il me semble que Vinci également. Et sinon, ce que je voulais dire également sur ce sujet-là, c'est que... non, je crois que en fait c'est tout. Si ça... Juste, nous, sur notre secteur, on a, au sein de l'association que je mentionnais tout à l'heure, on travaille sur la mise à disposition d'outils, justement, si on prend que la question du scope 3, pour qu'eux-mêmes puissent quantifier leur empreinte carbone cradle to gate de leurs propres produits. Peut-être petit disclaimer, sur la chimie, c'est assez facile. Je pense que quand on a des produits, parce qu'on a des produits assez simples, on va dire, prendre les opérations, c'est assez clair, qui va où, dans quelle chaîne, et puis sur l'amont, il y a des bases de données de qualité qui permettent de faire ce calcul-là. Je pense que lorsqu'on va sur des produits, des produits ou même des choses avec un petit peu plus de manufacture, ça peut être très complexe. Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais. Merci en tout cas pour cette conférence. J'avais juste une question par rapport à la loi européenne, et notamment son extraterritorialité. Quelle est la position américaine par rapport à ce sujet-là? Et notamment, plus généralement, la position américaine sur le devoir de vigilance. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont plutôt proactifs? Est-ce qu'ils sont plutôt réactifs et ils mettent des freins? Voilà ma question. Alors une question à laquelle je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Moi je suis basé à Bruxelles, au bureau BPI France à Bruxelles, donc on regarde plutôt aujourd'hui cette devoir de vigilance en arrivée. Mais effectivement, nous ce qu'on ressent, c'est que ça fait peur. Donc aujourd'hui l'objectif de cette masterclass c'était aussi de démystifier ce devoir de vigilance et de voir comment les entreprises peuvent s'y préparer et comment concrètement on peut le mettre en œuvre en entreprise et voir que finalement, modulo certaines adaptations et un regard plus précis, une conscience plus forte des impacts, on peut
avoir des opportunités, une meilleure connaissance de la chaîne de valeur et pour une santé économique finalement qui est quand même augmentée à l'issue de l'exercice de ce devoir de vigilance en mettant les moyens qui sont nécessaires à prioriser ces impacts, à agir dessus et à renforcer les liens économiques et à renforcer finalement les chaînes de valeur. Donc on n'a pas la réponse à votre question exactement, mais se conclut ici cette masterclass. J'espère que vous avez apprécié cette session. Je remercie chaleureusement Maya et Germain. Merci beaucoup pour vos témoignages. Et puis n'hésitez pas à venir nous parler à la suite de cet atelier. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée sur Big. Profitez beaucoup de l'événement. Merci.